En fait, de naturel, je suis plutôt timide, plutôt réservé, plutôt introverti. Bon, j'ai exercé des fonctions. Je m'interdirais d'occuper des fonctions politiques. Publiques, donc j'ai dû apprendre. Mais aussi bien à l'intérieur de mon parti. Laurent Gbagbo sera-t-il arrêté dans les prochaines heures? Cette information explosive fait trembler Abidjan en ce moment même et pourrait marquer la fin définitive du pouvoir d'Alassane Ouattara et l'effondrement total du PDCI de Tidjane Thiam. Laissez un like immédiatement et abonnez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la politique ivoirienne pour toujours. La République de Côte d'Ivoire traverse une période de turbulence politique d'une intensité rarement observée dans son histoire récente. Au cœur de cette tempête, une rumeur persistante et inquiétante circule dans les couloirs du pouvoir et sur la toile. L'arrestation imminente de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette menace, brandie comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du leader historique du FPI, soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie ivoirienne et la volonté du pouvoir en place d'étouffer toute opposition crédible. Les partisans de Gbagbo, galvanisés par un sentiment d'injustice profond, multiplient les mises en garde et invoquent même la protection divine pour leur champion politique. Leur conviction est inébranlable. Toute tentative d'arrêter Laurent Gbagbo déclencherait une réaction populaire d'une ampleur incontrôlable, capable de renverser l'ordre établi en quelques heures seulement. Cette stratégie d'intimidation judiciaire s'inscrit dans un contexte plus large de répression orchestrée contre les figures de l'opposition ivoirienne. Ibrahim Sangaré, communément appelé Ziggy, et Blé Goudé ont déjà fait les frais de cette machine répressive qui semble fonctionner selon une logique partisane et sélective. Les arrestations se multiplient, visant systématiquement les personnalités qui osent défier le narratif officiel ou remettre en question la légitimité des institutions actuelles. Cette approche autoritaire révèle une profonde insécurité au sein du régime, incapable de tolérer la moindre dissidence sans recourir à l'appareil judiciaire comme instrument de contrôle politique. Le procureur de la République, figure centrale de ce dispositif répressif, se retrouve au centre des critiques pour son manque d'indépendance et sa complaisance envers le pouvoir exécutif. L'invocation des forces spirituelles dans ce combat politique témoigne de la dimension presque mystique que revêt la lutte pour Laurent Gbagbo aux yeux de ses partisans. Il prie tous les dieux, affirme-t-il, non seulement le Dieu unique des chrétiens, mais également les divinités traditionnelles africaines que leurs adversaires vénèrent secrètement. Cette fusion du religieux et du politique illustre la profondeur de l'engagement émotionnel et culturel dans cette bataille pour le contrôle du destin national. Les fidèles de Gbagbo sont convaincus qu'une protection surnaturelle entoure leur leader, le rendant intouchable malgré toutes les manœuvres juridiques déployées contre lui. Cette foi inébranlable constitue un rempart psychologique puissant contre les tentatives d'intimidation du régime en place. Le défi lancé au président Alassane Ouattara est sans ambiguïté et d'une audace remarquable. Si le pouvoir ose arrêter Laurent Gbagbo et parvient à maintenir sa gouvernance durant 72 heures consécutives, ses détracteurs promettent de reconnaître publiquement leur défaite totale. Cette mise en jeu symbolique, exprimée avec une véhémence extraordinaire, révèle la confiance absolue des partisans de Gbagbo dans la capacité de mobilisation populaire de leur champion. Ils sont persuadés qu'une telle arrestation provoquerait un soulèvement massif, rendant le pays ingouvernable et forçant le régime à libérer immédiatement le prisonnier ou à faire face à une révolution. Cette rhétorique incendiaire témoigne de la polarisation extrême de la société ivoirienne, divisée en camps irréconciliables. L'opposition ne se contente pas de menaces verbales, elle élabore également des scénarios géopolitiques complexes impliquant des interventions régionales potentielles. Les références au conflit ukrainien et aux actions russes suggèrent une volonté de territorialisation du conflit politique, avec des menaces à peine voilées de sécession ou de partition du territoire national. Le nord de la Côte d'Ivoire, zone historiquement sensible et théâtre de tensions ethniques récurrentes, est explicitement mentionné comme une région susceptible d'être prise et détachée du reste du pays en cas d'escalade. Cette rhétorique séparatiste, bien qu'elle puisse sembler hyperbolique, témoigne du degré de ressentiment et de désespoir politique qui s'est installé dans certains segments de la population opposée au régime actuel. La question de la légitimité démocratique se pose avec une acuité particulière dans ce contexte explosif. Les élections présidentielles récentes,
contestés par l'opposition qui y voit une mascarade électorale, ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social ivoirien. Le refus persistant de reconnaître les résultats officiels et la dénonciation d'un coup d'État civil alimentent un sentiment généralisé de fraude institutionnalisée. Cette crise de confiance envers les institutions électorales mine les fondements même de la République et crée un terrain fertile pour les théories complotistes et les appels à la résistance active. La démocratie ivoirienne, déjà fragile après des années de crises successives, vacille dangereusement au bord du précipice. L'appareil médiatique et les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans cette bataille pour le contrôle du narratif national. Les influenceurs et commentateurs politiques, souvent accusés d'être des agents du régime ou de l'opposition selon leur ligne éditoriale, multiplient les interventions publiques pour mobiliser leurs audiences respectives. La censure et les tentatives de musellement des voix dissidentes se manifestent par des signalements de comptes, des restrictions de diffusion et parfois des intimidations directes. Cette guerre informationnelle, menée parallèlement aux affrontements politiques traditionnels, illustre l'importance cruciale du contrôle de l'opinion publique dans la Côte d'Ivoire contemporaine. Les appels pressants à partager, commenter et réagir aux contenus critiques témoignent d'une conscience aiguë de l'impact potentiel de la mobilisation digitale. L'évocation de la figure paternelle de Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, ajoute une dimension nostalgique et quasi sacrée au débat politique actuel. Les références à sa tombe, profanée selon certains par les visites de personnalités du régime actuel, symbolisent une rupture avec l'héritage historique et les valeurs fondatrices de la Côte d'Ivoire post-coloniale. Le président défunt est présenté comme se retournant dans sa tombe face aux agissements de ses successeurs, une image puissante qui résonne profondément dans l'imaginaire collectif ivoirien. Cette instrumentalisation de la mémoire historique sert à délégitimer le pouvoir actuel en le présentant comme une trahison des idéaux originels de la nation. La question implicite demeure. Que penserait le vieux sage Yamoussoukro de l'état actuel de son héritage politique ? La personnalité controversée de Guillaume Soro émerge également dans ce paysage politique complexe comme une figure potentiellement déterminante pour l'avenir du pays. Ancien chef rebelle devenu Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale avant de tomber en disgrâce, Soro incarne les contradictions et les alliances changeantes qui caractérisent la politique ivoirienne contemporaine. Son silence prolongé depuis les dernières élections intrigue et alimente les spéculations sur ses intentions réelles et sa capacité d'action. Certains le voient comme un sauveur potentiel, capable de mobiliser des forces armées et de renverser le régime, tandis que d'autres le considèrent comme un opportuniste dont l'ambition personnelle prime sur toute conviction idéologique. Sa trajectoire illustre parfaitement la fluidité des loyautés politiques en Côte d'Ivoire. L'horizon politique ivoirien demeure profondément incertain, saturé de promesses de confrontation et de menaces de violence institutionnalisées. L'arrestation potentielle de Laurent Gbagbo cristallise toutes les tensions accumulées et pourrait servir de détonateur à une explosion sociale majeure. Le régime en place, conscient de cette bombe à retardement, hésite visiblement entre la répression totale et une approche plus conciliante, sans parvenir à définir une stratégie cohérente. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, formation politique historique et pilier fondateur de l'État ivoirien moderne, traverse une crise existentielle d'une profondeur inédite depuis sa création. Au centre de cette tourmente se trouve la figure controversée de Tidjane Thiam, secrétaire général dont la gestion est violemment contestée par une frange significative des militants et cadres du parti. Les accusations de trahison fusent de toutes parts, particulièrement concernant la décision stratégique de boycotter les élections législatives, choix perçu par beaucoup comme un abandon des responsabilités politiques et une capitulation face au régime en place. Cette division interne révèle des fractures idéologiques profondes sur la meilleure manière de résister à l'hégémonie du RHDP et de préserver l'identité historique du PDCI dans le paysage politique contemporain. La question de la nationalité de Tidjane Thiam empoisonne le débat interne du parti et sert d'arme politique à ses détracteurs les plus virulents. Son origine sénégalaise, bien que partiellement ivoirienne par sa mère, est constamment rappelée pour remettre en cause sa légitimité à diriger le plus ancien parti politique du pays. Cette xénophobie à peine déguisée reflète des tensions identitaires plus larges dans la société ivoirienne,
où la notion d'ivoirité a été instrumentalisée pendant des décennies pour exclure ou marginaliser certains groupes. Les critiques affirment qu'un étranger ne peut comprendre les subtilités de la politique ivoirienne ni porter l'héritage d'Houphouët-Boigny avec l'authenticité nécessaire. Cette rhétorique nationaliste trouve un écho particulier dans une période de crise où la recherche de boucs émissaires devient un réflexe politique presque automatique. La décision de ne pas participer aux élections législatives a provoqué une véritable onde de choc au sein du PDCI et dans l'opposition plus largement. Certains cadres du parti, dont des personnalités comme Konan Kouadio-Bertin, avaient déjà annoncé leur candidature dans leurs circonscriptions respectives et se sont retrouvés brutalement désavoués par la direction nationale. Cette volte-face a été interprétée par beaucoup comme un manque de courage politique et une soumission déguisée aux pressions du pouvoir en place. Les partisans de la participation argumentent que le boycott équivaut à abandonner le terrain à l'adversaire et à renoncer aux quelques leviers institutionnels encore accessibles à l'opposition. Ils soulignent que les élections législatives, techniquement moins exposées à la fraude massive que les présidentielles, offraient une opportunité réelle de conquérir des sièges et de faire entendre la voix du PDCI à l'Assemblée nationale. Les réunions internes du PDCI auraient été le théâtre de débats houleux et de confrontations verbales intenses entre les tenants de différentes stratégies. Les partisans de la ligne dure, favorables à un boycott total des institutions qu'ils considèrent comme illégitimes, se sont heurtés aux pragmatiques qui privilégient une présence institutionnelle pour maintenir une influence politique concrète. Cette opposition reflète une tension fondamentale dans les stratégies de résistance politique. Faut-il jouer le jeu des institutions, même contestées, pour les transformer de l'intérieur, ou faut-il les rejeter totalement au risque de l'isolement et de l'insignifiance? Le PDCI, parti historiquement gouvernemental et habitué à l'exercice du pouvoir, peine à trouver ses marques dans ce rôle d'opposition radicale qui lui est imposé par les circonstances. Cette inadaptation stratégique explique en partie les hésitations et les revirements qui caractérisent sa ligne politique actuelle. Les accusations d'incompétence visant Tidjane Thiam vont bien au-delà des simples désaccords stratégiques pour toucher à sa capacité personnelle à diriger une organisation politique complexe. Ces critiques lui reprochent d'avoir sacrifié l'avenir du parti sur l'autel de ses ambitions personnelles, notamment son désir présumé d'obtenir un poste ministériel ou gouvernoral dans l'appareil d'État actuel. Cette suspicion de corruption idéologique et de trahison des valeurs fondatrices du PDCI alimente un ressentiment profond parmi les militants de base qui se sentent abandonnés par leur direction. L'image d'un homme motivé par son ventre, plutôt que par des convictions politiques solides, revient constamment dans les critiques formulées à son encontre, alimentant un climat de défiance généralisé au sein de la formation politique. La référence constante à Houphouët-Boigny dans les débats internes du PDCI illustre le poids écrasant de cet héritage historique sur les choix politiques contemporains du parti. Chaque faction revendique l'authenticité de sa filiation avec le père fondateur et accuse ses adversaires de trahir sa mémoire et ses enseignements. Cette bataille mémorielle transforme Houphouët-Boigny en une figure presque mythologique, invoquée rituellement, mais dont les positions réelles sur les enjeux contemporains demeurent nécessairement spéculatives. Les détracteurs de Thiam affirment que le vieux président se retournerait dans sa tombe s'il voyait l'état actuel de son parti, affaibli, divisé et réduit à l'insignifiance politique. Cette instrumentalisation du passé, bien qu'émotionnellement puissante, empêche souvent une réflexion lucide sur les défis actuels et les stratégies adaptées au contexte contemporain. La question de la succession à la tête du PDCI empoisonne également l'atmosphère interne et paralyse toute tentative de réforme ou de renouvellement stratégique. Les différentes tendances du parti manœuvrent déjà en coulisses pour préparer l'après-Thiam, certains appelant ouvertement à sa démission immédiate, tandis que d'autres, minoritaires, continuent de lui apporter un soutien conditionnel. Cette lutte pour le contrôle de l'appareil partisan détourne l'attention et l'énergie des véritables enjeux politiques nationaux et transforme le PDCI en un théâtre de querelles intestines plutôt qu'en une force d'opposition crédible et efficace. L'absence de leader consensuel capable de rassembler les différentes sensibilités aggrave encore cette crise de gouvernance interne. Le parti se retrouve ainsi affaibli au moment précis où la Côte d'Ivoire aurait besoin d'une opposition structurée et déterminée. L'alliance avec d'autres formations de l'opposition, notamment le FPI de Laurent Gbagbo,
représente un enjeu stratégique majeur pour l'avenir du PDCI. Certains cadres plaident pour un front uni de l'opposition, capable de présenter une alternative crédible au régime en place et de peser sur le destin national. D'autres, plus réservés, craignent une dilution de l'identité propre du PDCI dans une coalition trop large, où les intérêts particuliers de chaque formation finiraient par primer sur l'intérêt collectif. La coordination opérationnelle entre ces différentes forces politiques demeure problématique, chacune conservant jalousement son autonomie décisionnelle et ses propres calculs stratégiques. Cette fragmentation de l'opposition constitue un atout majeur pour le pouvoir en place, qui peut ainsi gouverner sans faire face à une contestation unifiée et cohérente. Le silence des instances dirigeantes du PDCI face aux critiques croissantes et aux appels à la réforme témoigne soit d'une surdité politique inquiétante, soit d'une stratégie délibérée de temporisation en attendant une clarification du paysage politique national. L'absence de communication transparente avec la base militante crée un vide informationnel rapidement comblé par les rumeurs et les spéculations les plus folles. Cette opacité décisionnelle alimente les théories conspirationnistes et renforce la conviction que la direction du parti a effectivement été achetée par le régime en place et ne représente plus les intérêts authentiques des membres du PDCI. La confiance, une fois brisée dans une organisation politique, se révèle extrêmement difficile à restaurer, et le PDCI pourrait bien payer le prix fort de cette crise de crédibilité dans les années à venir. L'avenir du PDCI comme force politique pertinente dans le paysage ivoirien demeure profondément incertain et dépendra largement de sa capacité à surmonter ses divisions internes et à définir une ligne politique claire et cohérente. Le parti doit choisir entre la nostalgie d'un passé glorieux, incarné par Houphouët-Boigny, et la nécessité de se réinventer pour répondre aux aspirations d'une nouvelle génération d'Ivoiriens qui n'a pas connu cette époque dorée. Cette réinvention exige du courage politique, une remise en question profonde des pratiques établies et probablement un renouvellement significatif des cadres dirigeants. La présence et l'influence de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire constituent un sujet explosif qui cristallise des tensions identitaires, économiques et politiques profondes au sein de la société ivoirienne. L'émergence récente de candidats d'origine libanaise aux élections législatives a déclenché une vague d'indignation dans certains segments de la population, qui y voient une atteinte inacceptable à la souveraineté nationale et une extension indue de l'influence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Cette controverse révèle des questions fondamentales sur la citoyenneté, l'appartenance nationale et les limites de l'intégration politique dans une société post-coloniale où les notions d'autochtonie et d'allochtonie demeurent profondément ancrées dans les mentalités collectives. Le débat dépasse largement la simple question juridique de l'éligibilité pour toucher aux fondements identitaires de la nation ivoirienne. Les opposants à la participation politique des Libanais invoquent le principe de réciprocité pour justifier leur position. Ils soulignent qu'aucun Ivoirien ne peut prétendre à des fonctions électives au Liban, malgré la présence de communautés africaines dans ce pays du Moyen-Orient. Cette asymétrie des droits politiques leur apparaît comme une injustice flagrante et un manque de respect envers la souveraineté ivoirienne. Selon cette logique, la Côte d'Ivoire ferait preuve d'une naïveté dangereuse en accordant des droits politiques étendus à des étrangers ou des binationaux qui conservent des attaches fortes avec leur pays d'origine. Cette argumentation, bien que techniquement discutable sur le plan juridique, résonne puissamment dans l'opinion publique ivoirienne qui se sent souvent dépossédée des richesses nationales par des élites économiques allogènes. La question sous-jacente demeure celle de la définition de l'ivoirité et des critères légitimes d'appartenance à la communauté nationale. La dimension économique de la présence libanaise ne peut être ignorée dans cette controverse politique. La communauté libanaise contrôle effectivement des pans entiers de l'économie ivoirienne, particulièrement dans les secteurs du commerce, de l'import-export et de l'immobilier. Cette réussite économique spectaculaire, fruit d'un travail acharné et d'une intégration progressive sur plusieurs générations, suscite néanmoins jalousie et ressentiment dans une société où le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants et où les opportunités économiques semblent se raréfier pour les Ivoiriens dits de souche. La crainte exprimée par certains est que l'extension des droits politiques aux Libanais ne leur permette de consolider davantage leur domination économique par le contrôle des leviers institutionnels et législatifs.
Cette perception, fondée ou non, alimente une rhétorique nationaliste qui trouve un écho particulier dans les périodes de crise économique et de tensions sociales accrues. Plusieurs personnalités publiques, y compris certains proches du régime, ont exprimé leurs réserves concernant la participation politique active des Libanais, tout en reconnaissant que le cadre juridique actuel l'autorise techniquement. Cette position ambiguë illustre la difficulté à concilier les principes universalistes de la citoyenneté moderne avec les réflexes identitaires profondément ancrés dans les sociétés africaines. Le président du PDCI lui-même aurait exprimé sa compréhension des arguments légaux favorables à cette participation, tout en manifestant personnellement sa désapprobation de cette évolution. Cette schizophrénie politique révèle l'embarras des élites face à un sujet susceptible de provoquer des réactions passionnelles incontrôlables dans une population déjà fragilisée par les crises successives. Le risque de voir ce débat dégénérer en violence xénophobe préoccupe légitimement les observateurs de la scène politique ivoirienne. L'affaire Makosso illustre parfaitement les manipulations dont l'opinion publique ivoirienne fait l'objet de la part d'acteurs politiques cherchant à instrumentaliser les émotions collectives pour servir leurs agendas personnels. Cet artiste controversé aurait tenu des propos provocateurs concernant certaines personnalités politiques, déclenchant une polémique nationale et des appels à son arrestation. Paradoxalement, alors que des opposants sont systématiquement poursuivis pour des délits d'opinion, Makosso semblerait bénéficier d'une protection inexplicable malgré la gravité présumée de ses déclarations. Cette impunité sélective alimente les théories selon lesquelles certains artistes et influenceurs fonctionneraient comme des agents dormants du régime, chargés de créer des diversions médiatiques pour détourner l'attention publique des véritables enjeux politiques et économiques. Le procureur, interpellé sur cette incohérence apparente dans l'application de la justice, aurait promis des poursuites imminentes sans que rien ne se concrétise effectivement. La stratégie présumée de manipulation de l'opinion publique à travers des controverses artificielles constitue un thème récurrent dans les analyses de la situation politique ivoirienne. Selon cette grille de lecture, le régime en place orchestrerait délibérément des scandales impliquant des artistes populaires pour occuper l'espace médiatique et empêcher la population de se concentrer sur les dysfonctionnements institutionnels et les injustices systémiques. L'affaire Debordo-Lekunfa, autre artiste controversé, s'inscrirait parfaitement dans ce schéma de distraction massive. Son arrestation médiatisée, présentée par certains comme une mise en scène théâtrale, aurait pour objectif d'éclipser d'autres sujets plus sensibles comme la question libanaise ou les contestations du 4e mandat présidentiel. Cette lecture conspirationniste, bien que difficilement vérifiable, trouve un écho dans une population profondément méfiante envers ses dirigeants et convaincue de l'existence de manipulations permanentes. Le rôle des influenceurs et commentateurs politiques sur les réseaux sociaux s'avère déterminant dans la construction des narratifs concurrents qui structurent le débat public ivoirien. Ces nouveaux acteurs de l'espace public, opérant souvent depuis l'étranger pour échapper aux pressions gouvernementales, exercent une influence considérable sur les opinions et les mobilisations populaires. Leurs publications, largement partagées et commentées, façonnent les perceptions collectives et peuvent déclencher des mouvements de protestation spontanés ou, inversement, apaiser les tensions par des messages conciliants. Le pouvoir en place a bien compris l'importance stratégique de ce champ de bataille informationnel et multiplierait les tentatives de cooptation ou de neutralisation de ces voix indépendantes. Les signalements de comptes, les restrictions algorithmiques et parfois les menaces directes témoignent de cette guerre, de l'information où tous les coups semblent permis pour contrôler le récit national dominant. La passivité apparente de la population abidjanaise face aux crises successives interpelle les observateurs et alimente des analyses divergentes sur l'état réel de l'opinion publique ivoirienne. Certains s'y voient la preuve d'une résignation profonde, résultat d'années de désillusion politique et de répression systématique de toute velléité de protestation. D'autres, plus optimistes, y décèlent une stratégie d'attente prudente, la population conservant ses forces pour un affrontement décisif au moment opportun. Le silence ne signifie pas nécessairement l'adhésion, et le calme apparent des rues d'Abidjan pourrait masquer une colère sourde prête à exploser au moindre déclencheur. Le régime semble conscient de cette fragilité de l'ordre social et multiplie les initiatives pour maintenir la population dans un état de distraction permanente, loin des véritables enjeux de pouvoir
et de redistribution des richesses nationales. L'exploitation cynique des tensions communautaires et identitaires par les acteurs politiques représente un danger majeur pour la cohésion sociale ivoirienne. La tentation de jouer la carte ethnique, régionale ou confessionnelle pour mobiliser des clientèles électorales ou déstabiliser des adversaires demeure constante dans un pays marqué par l'histoire douloureuse de la crise post-électorale. La question libanaise, comme avant elle la question baoulé ou dioula, risque d'être instrumentalisée au-delà de toute mesure raisonnable pour servir des calculs politiciens à court terme, sans considération pour les conséquences destructrices à long terme sur le vivre ensemble national. Cette logique du pire, où chaque camp surenchérit dans la radicalité pour ne pas se laisser déborder par des concurrents encore plus extrémistes, conduit inexorablement vers des situations de violence incontrôlables dont personne ne sortira véritablement gagnant. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépendra en grande partie de la capacité collective à dépasser ces clivages artificiels et à construire un projet national inclusif capable d'intégrer les différentes composantes de la société dans le respect de leurs particularités. Cette ambition, aussi noble soit-elle, se heurte à des obstacles considérables dans un contexte de paupérisation croissante. L'investiture prévue du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat cristallise toutes les tensions politiques accumulées en Côte d'Ivoire et représente un point de non-retour dans la crise institutionnelle que traverse le pays. Cette cérémonie, censée marquer le renouvellement de la légitimité démocratique du chef de l'État, est perçue par l'opposition comme l'institutionnalisation d'un coup d'État constitutionnel et la consécration définitive d'un régime autocratique déguisé en démocratie formelle. Le report initial de cette investiture a alimenté toutes les spéculations possibles, certains y voyant un signe de faiblesse du pouvoir, d'autres y décelant une prudence tactique face à la persistance des contestations populaires. L'atmosphère tendue qui entoure cet événement illustre parfaitement la fracture béante entre une légalité procédurale formellement respectée et une légitimité politique profondément contestée par une large fraction de la population ivoirienne. Les déplacements fréquents du président Ouattara en France suscitent interrogations et controverses dans un contexte politique aussi tendu. Ces voyages répétés, présentés officiellement comme des missions diplomatiques ou des consultations médicales légitimes, sont interprétés par ses détracteurs comme autant de preuves de son allégeance persistante à l'ancienne puissance coloniale et de son incapacité à gouverner de manière véritablement indépendante. La France-Afrique, ce système de relations néocoloniales entre Paris et ses anciennes colonies africaines, continue d'exercer une influence déterminante sur les choix politiques ivoiriens selon cette analyse critique. L'opposition suggère même que ces déplacements auraient là pour objectif de solliciter le soutien et les conseils de l'Élysée pour maintenir le pouvoir face à une contestation interne grandissante. Cette dépendance présumée envers la France compromettrait la souveraineté nationale et transformerait la Côte d'Ivoire en un simple satellite obéissant aux directives de puissances étrangères. L'émergence de prophéties annonçant l'échec ou l'empêchement de l'investiture présidentielle ajoute une dimension quasi mystique au débat politique ivoirien. Le prophète Lipada et d'autres figures religieuses auraient prédit que le président Ouattara ne pourrait finaliser sa prise de fonction, qu'un événement extraordinaire interviendrait pour bloquer le processus ou qu'il serait physiquement empêché de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel lors de la cérémonie. Ces prophéties, largement diffusées sur les réseaux sociaux et dans certaines communautés religieuses, exercent une influence psychologique non négligeable sur les populations qui y voient soit des révélations divines authentiques, soit des métaphores puissantes d'un rejet populaire inévitable. Le report initial de l'investiture a été immédiatement interprété par les croyants comme une première confirmation de ces prédictions, renforçant leur crédit et leur impact mobilisateur. Cette fusion du religieux et du politique témoigne de la profondeur spirituelle de l'engagement contestataire dans une société où les références surnaturelles demeurent centrales. La question du bilan post-électoral et des arrestations massives qui ont suivi le scrutin présidentiel empoisonnent durablement l'atmosphère politique nationale. Les chiffres officiels font état de milliers d'arrestations, de nombreux blessés et de plusieurs dizaines de morts lors des manifestations de protestation contre les résultats proclamés. Cette répression brutale, justifiée par les autorités comme une nécessaire restauration de l'ordre public face à des éléments subversifs, est dénoncée par les organisations de défense des droits humains comme une violation massive des libertés fondamentales et une dérive
Cette fusion du religieux et du politique témoigne de la profondeur spirituelle de l'engagement contestataire dans une société où les références surnaturelles demeurent centrales. La question du bilan post-électoral et des arrestations massives qui ont suivi le scrutin présidentiel empoisonnent durablement l'atmosphère politique nationale. Les chiffres officiels font état de milliers d'arrestations, de nombreux blessés et de plusieurs dizaines de morts lors des manifestations de protestation contre les résultats proclamés. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent ce débat crucial. Laissez un like si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité politique ivoirienne. Mais attention, ce que nous venons de révéler n'est que le sommet de l'iceberg, car dans 48 heures, un événement sans précédent va secouer la Côte d'Ivoire et personne n'y est préparé. Restez connectés.